Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la mobilité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Questions de mobilité, une demi-heure pour découvrir deux startups du monde de la mobilité, des jeunes pousses qui bossent chaque jour pour transformer les déplacements de demain. Questions de mobilité aujourd'hui avec Nicolas Olivier, fondateur de Carfit, et nous sommes également avec Jean-Baptiste Segard de EP Tender. Bonjour. Bonjour. Bienvenue messieurs. Alors commençons d'abord par Carfit pour vous présenter, pour présenter le travail de Carfit en quelques mots. C'est une start-up créée en 2016 à Portland sur la côte ouest américaine. Cette start-up, elle propose grâce à une technologie qui utilise l'intelligence artificielle d'analyser les vibrations de mon véhicule et du coup de prévenir d'éventuels besoins en maintenance. En fait, ça permet de surveiller en temps réel l'état et l'usure de mon véhicule et d'éviter des problèmes. Alors ma question c'est comment vous avez eu l'idée de Carfit? Alors précédemment, je travaillais dans le monde des wearables, c'est-à-dire des fitness bands, des montres connectées. Et dans ce cadre-là, avec mon équipe, on a développé de nombreux algorithmes pour détecter l'activité humaine. Et un jour, on a eu l'idée de tester ça sur un véhicule et de voir si on pouvait détecter des vibrations très spécifiques. Ce que l'on a fait, et on a ensuite travaillé avec le spécialiste mondial de ce sujet-là, qui dans le jargon s'appelle le NVH pour Noise Vibration Harshness, donc qui est toute la science des vibrations automotives. Et ils ont fait des tests, ils ont conclu que le concept était viable, et sur la base de ça, on a créé Carfit. Et alors, comment est-ce que ça marche en quelques mots ? Alors vous savez, quand vous conduisez une voiture, vous pouvez sentir des vibrations. Ces vibrations, elles peuvent venir de la route, elles peuvent venir du moteur, elles peuvent venir d'autres organes de votre voiture. Plus votre voiture vieillit, plus elle s'use, plus des vibrations se développent. Dans le passé, beaucoup de conducteurs savaient comprendre ces vibrations. Ils savaient les identifier et ils savaient en déduire que probablement ils auraient telle pièce à changer ou une maintenance à faire. Mais les constructeurs automobiles ont fait d'énormes progrès pour notamment nous isoler en tant que chauffeurs des vibrations d'une voiture, pour des raisons de confort notamment. Alors c'est devenu très compliqué de comprendre ces vibrations et chez Carfit, on développe une technologie qui lie les vibrations des voitures pour d'une part en comprendre les usages, combien de temps la voiture est utilisée, sur quel type de route, comment elle est conduite, toutes choses qui impactent son vieillissement et son usure. Et d'autre part, anticiper les besoins de maintenance avec un focus particulier sur les pièces d'usure du train roulant, c'est-à-dire les pneus, les roues, les freins, les amortisseurs, tout ce qui les tient ensemble et qui sont aujourd'hui sous-équipés en capteurs pour lesquels vous n'avez pas d'informations sur votre tableau de bord. Et alors même sur les voitures les plus récentes, parce que c'est vrai qu'on a l'idée un peu d'une voiture qui ne bouge pas du tout maintenant, avec les voitures qui sortent en ce moment, on a l'impression que la voiture, même quand elle s'arrête, le contact est coupé, quoi. Absolument. Et pourtant, chaque voiture a une signature vibratoire différente au fur et à mesure qu'elle roule. Et donc comprendre ces phénomènes est tout à fait essentiel pour identifier d'éventuels besoins de maintenance. Et est-ce que c'est facile de se faire une place dans le monde de l'automobile ? Alors c'est très compliqué, en particulier quand on ne vient pas du monde de l'automobile, mais on est à un pivot technologique tout à fait intéressant où l'apport de nouvelles technologies remet en cause les anciennes méthodes. Donc, dans le domaine de la vibration automobile, il y avait énormément de savoir-faire issu d'années d'expérience. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'avec des maths de la physique et de l'intelligence artificielle, on a des résultats qui sont incroyablement plus puissants. Et en termes de la mise en place de Carfit, quel rendu ça donne en fait dans le véhicule? C'est quoi? Ça marche comment? C'est un boîtier? Ça fait du bruit? Comment ça marche? Alors à la base, Carfit développe une technologie qui est essentiellement du logiciel, reposant sur du traitement de signal et de l'intelligence artificielle dans son aspect machine learning sur le cloud, machine learning at edge, c'est-à-dire au niveau de la voiture. Et cette technologie est intégrée soit en deuxième monde, c'est-à-dire en aftermarket, pour équiper les voitures qui sont en circulation. Et ça prend la forme d'un tout petit boîtier qui vient se coller dans la voiture pour capter les vibrations, faire les traitements et envoyer des alertes quand nécessaire. Et d'autre part, c'est intégré nativement dans des pièces
ou directement sur de nouvelles plateformes de voitures avec des équipementiers ou des constructeurs automobiles. Et alors, quelle réaction vous avez pu avoir depuis la création de Carfit, réaction que ce soit des constructeurs ou même des utilisateurs? Alors, on a la chance de développer une technologie qui a une application au jour d'aujourd'hui sur les voitures qui roulent, qui est intéressante pour les futures voitures connectées et qui prépare l'avenir pour les voitures autonomes qui définitivement auront besoin de solutions de maintenance autonome. Donc on a reçu un excellent accueil par tous les intervenants de la filière, aussi bien des sociétés de services de maintenance, et je citerai par exemple Norauto pour la France, que des constructeurs, notamment Jaguar Land Rover, qui nous a accompagnés dès le début de notre aventure, et des équipementiers multiples, aussi bien en Europe que par exemple en Chine. Et vous êtes les seuls dans ce domaine aujourd'hui ? Alors le sujet de la vibration automobile est extrêmement large. La science NVH est utilisée par tous les constructeurs depuis fort longtemps. La manière dont on l'utilise et en la mélangeant notamment à du machine learning, à date, est unique à notre connaissance. Ouais. Et donc en fait, Carfit, pour moi, j'imagine ça un petit peu comme une technologie qui prend, entre guillemets, la place des voyants lumineux que je peux avoir sur mon tableau de bord. Vous voyez les voyants lumineux qui sont soit orange, soit rouge, selon la gravité de ce qui est en train de se passer dans mon véhicule. Est-ce que c'est un peu ça, finalement ? Alors c'est exactement ça, et les voyants que vous avez sur votre tableau de bord reflètent des choses qui proviennent du moteur ou de vos lumières. Vous n'avez rien sur votre tableau de bord qui vous indique que vous avez un problème d'alignement sur vos roues, que vous avez un problème d'équilibrage, que vous avez un problème d'usure inégale de vos pneus. Donc nous, on vient compléter les voyants existants par une information qui aujourd'hui n'est pas existante. Et c'est très important parce que les moteurs aujourd'hui, grâce au travail des constructeurs, sont devenus très fiables. Casser un moteur, c'est rare aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de systèmes de diagnostic accessibles par le CAN bus ou par une prise diagnostique. Mais finalement, ce qui s'use sur une voiture aujourd'hui, c'est un peu ces consommables qui sont ces pièces d'usure du train roulant qui touchent la route. Et plus on va utiliser intensément les voitures, plus ça va devenir stratégique de pouvoir les monitorer pour pouvoir les remplacer juste à temps. Soit les remplacer en tant que propriétaire de voiture, soit que la voiture toute seule, parce qu'elle est autonome, va remplacer ces pièces d'usure quand le besoin se fait sentir. Mais est-ce que, vous parlez beaucoup du train roulant, mais les vibrations peuvent signifier à peu près tous les problèmes du véhicule ou il reste quand même des choses qui ne peuvent pas être détectées ? En réalité, oui, on aurait pu aussi monitorer le moteur, par exemple. On a pensé que c'était déjà très bien couvert par les constructeurs et qu'il valait mieux se concentrer là où il y avait un manque. Par ailleurs, l'évolution en cours des moteurs à combustion vers les moteurs électriques est très intéressante pour nous parce que notre technologie est encore plus performante sur des véhicules électriques dont la signature vibratoire est moins affectée par les vibrations d'un moteur à combustion. Et alors, donc Carfit fonctionne très bien depuis sa création. Récemment, il me semble que vous vous êtes installé à Lille, dans l'incubateur Eura Technologies, mais aussi à Paris. Qu'est-ce que ça symbolise pour vous, cette diffusion, on va dire, de votre travail ? Alors je dirais à titre personnel déjà, et c'est sans doute anecdotique, mais j'habitais à l'étranger depuis de nombreuses années, ayant un investisseur constructeur anglais. J'avais imaginé que la logique d'une filiale européenne serait en Angleterre, et puis il y a eu le Brexit, et puis Carfit a été lauréat d'un dispositif French Tech Ticket, et ensuite accompagné fortement par la BPI, et nous nous sommes retrouvés à Lille. Je ne suis pas lillois, j'ai découvert le Nord avec beaucoup de plaisir, et Lille est incroyablement bien placée pour nous, parce que ça nous permet d'aller d'un côté en Angleterre rapidement, de l'autre côté vers Stuttgart et vers l'écosystème allemand automobile, et d'être rapidement sur Paris aussi. Donc vous m'auriez posé la question il y a quelques années, j'aurais dit c'est improbable que je revienne installer une entreprise en France, et je suis en fait très content que ce soit le cas. Et quelle est la suite ?
Alors la suite pour nous est d'entamer des déploiements à large échelle, à la fois en Europe et aux États-Unis. Nous préparons également un plan de déploiement pour la Chine, marché qui est aujourd'hui le plus gros au niveau automobile et très actif sur justement les véhicules électriques. Donc c'est un enjeu important pour nous que l'on adressera à l'occasion ou après une future levée de fonds. Et comment vous pourriez imaginer l'évolution de Carfit? Là, je parle plus en termes de production. En fait, là, vous avez donc cette analyse des vibrations. Est-ce que vous avez imaginé d'autres moyens en fait, d'assurer la sécurité des usagers de véhicules? Ou d'autres véhicules, d'ailleurs. Ça peut être aussi autre chose que les voitures. Alors, d'autres véhicules, je dois admettre que quasiment tous les jours, on nous demande de faire la même chose sur les camions. Mais aujourd'hui, on s'est spécialisé sur les voitures passagers. On ne peut pas tout faire à la fois. Certainement, dans le futur, on essaiera soit de faire, soit de travailler en partenariat pour appliquer cette technologie sur des camions, sur des engins de chantier, voire sur d'autres, disons, machines tournantes liées au manufacturing, où on pense que notre technologie pourrait être très utile pour détecter des anomalies vibratoires qui reflètent toujours une usure anormale et le besoin de remplacer une pièce. Et dans quelle mesure, alors vous allez peut-être me répondre que c'est évident, mais moi je m'interroge dans quelle mesure c'est vraiment différent un camion de chantier ou voilà, une voiture de professionnelle, on va dire, dans quelle mesure c'est vraiment différent? Alors les profils de vibration, les causes de panne sont différents, donc il y a la nécessité d'apprendre de chaque type de véhicule ou de machine quels sont les problèmes éventuels qui sont déjà connus ou qui pourraient arriver pour faire l'apprentissage initial de la machine. Et après, on laisse la machine apprendre par elle-même une fois qu'on a fait cet apprentissage initial. Et grâce à ça, on maintient les équipements en bonne condition de marche. Et alors, dernière question assez large pour terminer. Quels sont, d'après vous, Nicolas Olivier, les enjeux de sécurité qui restent à combler autour de la voiture, d'après vous? Alors, vous savez, il y a 1,2 milliard, 1,3 milliard de voitures qui roulent sur Terre. La tendance et ce qu'on nous explique beaucoup, c'est qu'on va avoir besoin de moins de véhicules pour couvrir plus de kilomètres grâce à tous les services de mobilité et au futur de la voiture autonome. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le parc automobile mondial ne fait que grossir et que vieillir. Toutes ces voitures qui vieillissent, elles ont besoin de maintenance régulière et nous, on veut être là pour servir ce besoin. Et il faut toujours protéger les gens. De toute façon. Absolument. On a travaillé avec un gestionnaire d'autoroute, par exemple, qui nous confiait que plus de 25% des accidents sur autoroute sont très directement liés aux roues ou aux pneus des véhicules. Et si on pouvait, ne serait-ce que pallier à ça et permettre une circulation plus en sécurité, ce serait fantastique. Merci beaucoup, Nicolas Olivier. Je rappelle que vous êtes cofondateur, pardon. Il n'y a pas de cofondateur, vous êtes fondateur de Carfit. Merci d'avoir été avec nous. Et c'est le moment maintenant de vous présenter EP Tender avec Jean-Baptiste Segard. Alors, EP Tender, en quelques mots, c'est aller plus loin avec sa voiture électrique, ne plus avoir de limite ni dans le temps ni dans les kilomètres. L'EP Tender, sous la forme d'une petite remorque accrochée par l'arrière à sa voiture électrique, est un prolongateur d'autonomie qui permet aux véhicules électriques de rouler aussi facilement qu'un véhicule thermique. Alors, moi, j'ai une question pour commencer. Est-ce que c'est une bête panne de la route qui a fait émerger chez vous cette idée d'EP Tender? Non, je ne suis même pas allé jusqu'à la panne. Mais effectivement, à l'époque, c'était en 2011, je me suis dit, voilà, enfin, il y a des voitures électriques qui ne sont plus des pots de yaourt et qui sont des vraies voitures. Je pensais à la Zoé et la Leaf qui sortaient à ce moment-là. Et je me suis dit, mais est-ce que je vais acheter cette voiture-là? J'avais une autre voiture à côté, une plus grosse voiture, mais c'était pour remplacer une voiture type Clio. Et je me suis dit, malheureusement, je ne peux pas. Parce que même en deuxième voiture, il m'arrive d'aller faire du ski, il m'arrive d'aller en Provence, j'habitais Genève à ce moment-là, et la voiture électrique ne serait pas capable de faire ça. Et alors de fil en aiguille, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne met pas un petit moteur thermique très compact dans la voiture en plus? Et donc c'était l'idée de la voiture hybride rechargeable pour ces longs voyages. Et puis je me suis dit, mais non, mais j'en ai besoin 5-6 jours par an, complètement idiot, de rajouter en plus
de la batterie, du moteur, un moteur thermique, une génératrice, un réservoir de carburant, ce sera beaucoup trop cher, beaucoup trop encombrant. Et donc il faut une solution modulaire. J'ai eu l'idée de la remorque. Maintenant, une remorque, avec tout ce que ça signifie, la marche arrière, le machin, l'accrocher à la voiture, c'est pas si facile. Donc j'ai inventé un système qui permette, de manœuvrer en marche arrière sans devoir contrebraquer. Donc ce tender, c'est plus une remorque maintenant, on appelle ça un tender. Autant pour moi. non, mais c'est une nuance. Pas les mais ce tender, on l'attelle à la voiture en un geste. Et même, on va le rendre automoteur, donc il va venir s'atteler tout seul à la voiture alors que vous restez au volant. Et quand vous faites une marche arrière, parce que vous êtes garé à la station-service pour prendre un café, il ne se met pas en portefeuille, il est autoguidé en marche arrière. Donc c'est quelque chose qui devient transparent à l'usage. Et puis, mettre un moteur thermique, c'est pas mal, mais ça pose ce qu'on appelle une dissonance cognitive. En gros, vous avez envie d'acheter une voiture électrique, vous aspirez à quelque chose complètement propre, et on vous dit vous serez à 98% propre. Ce qui est très très bien, franchement, c'est rationnel. Mais émotionnellement, il faut arriver à quelque chose qui soit 100% propre. Et donc, on a développé, et c'est ça qu'on expose aujourd'hui à Mondial Tech, le tender thermique. Donc, vous avez... le tender batterie, quel lapsus. Le tender batterie, vous avez aujourd'hui 36 kWh de batterie supplémentaire que vous pourrez rajouter à la voiture et qui vont être chargés en temps masqué. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est vide, vous le déposez et vous en reprenez un autre qui est plein. Et ce qu'on fera, c'est d'avoir un tender de 60 kWh qui vous permet de rouler grosso modo 4 ou 500 km en ville, mais ce n'est pas ce que vous faites, vous allez rouler sur l'autoroute avec un tender. Donc vous roulez 300 km sur l'autoroute, en plus des 200 km que la voiture permet. Mais alors vous disiez au début que c'était idiot de rajouter un boîtier directement dans le véhicule. Certes, mais c'est quand même plus pratique de ne pas avoir à rajouter de remorque. Qu'est-ce que ça peut entraîner finalement d'avoir ce boîtier ? Est-ce que c'est vraiment contraignant ? Alors, d'abord, supposons qu'on mette une très grosse batterie dans toutes les voitures. Alors d'abord, 40 kWh de batterie, ça vous permet de satisfaire 98% de vos usages. Ça vous donne 300 km d'autonomie en ville, ça vous donne 200 km sur l'autoroute à 110. Cela dit, 200 km sur autoroute à 110, quand vous allez recharger la voiture, il ne vous restera pas 0% de batterie. Et puis vous rechargez la voiture à 80% et pas à 100% parce que les derniers 20% prennent une demi-heure. Donc vous utilisez 70% des 200 km d'autonomie sur autoroute. Donc cette fois, vous êtes à 140, 150 km d'autonomie. Et là, vous devez vous arrêter tous les 150 km pendant 3 quarts d'heure, une heure pour recharger la voiture. Ce qui, évidemment, pour voyager est possible. Mais enfin, il faut avoir le temps, il faut avoir la patience, il faut être sûr que les bornes marchent, etc., etc. Ce qui fait que, et c'est idiot, mais c'est rationnel, c'est pour cette raison-là que les gens n'achètent pas la voiture électrique. Parce qu'en dehors de ce cas-là, la voiture électrique est beaucoup plus agréable, beaucoup plus confortable, elle n'est pas plus chère à l'usage, et donc c'est une solution qui est parfaite. Mais il faut résoudre cette question de l'usage de crête. Maintenant, est-ce qu'on va mettre 100 kWh ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va mettre 2 fois et demi plus de batterie dans la voiture, ou 3 fois plus de batterie dans la voiture ? Non, parce que vous allez rajouter des centaines de kilos à la voiture, donc vous allez trimballer toute l'année une vache morte sur la banquette arrière et un âne mort dans le coffre. Donc en parlant de commodité, vous avez une voiture qui devient très grosse, très lourde, avec peu de place à l'intérieur, et pour les passagers et pour les bagages. Et en plus, vous devez quand même vous arrêter pour la recharger, et vous avez une voiture qui est très chère, qui demande beaucoup de subventions, et qui a un impact carbone qui est très élevé. C'est un non-sens. Ce n'est pas la solution qui permettra d'avoir un marché de masse. On peut s'amuser à avoir une voiture de sport, de prestige, de luxe, jouet, etc., qui ait ces caractéristiques-là, et c'est très bien, et ça favorise le développement de la voiture électrique, parce que ça donne à la voiture électrique une image désirable. Donc tant mieux, bravo à ces voitures-là. Mais ce n'est pas ça qui fera le marché de masse. Le marché de masse, ce sera une voiture qui ait une batterie de taille modérée, qui soit neutre fiscalement, qui soit profitable pour le constructeur, qui soit compétitive en prix pour l'utilisateur, et qui ait un impact carbone raisonnable et même optimisé sur la durée de vie de la voiture. C'est ça qu'on veut. Et pour ça, ce module qu'on attelle à la voiture, qui va s'atteler de manière automatique ou de manière manuelle très facile à la voiture, qui est autoguidée en marche arrière, etc., et que vous n'accouplerez à la voiture qu'au moment de prendre l'autoroute et qui s'en ira au moment où vous arrivez à proximité de votre point de destination. Donc vous allez faire un trajet de quelques centaines de kilomètres sur l'autoroute, avec derrière un module que vous ne voyez pas, que vous ne sentez pas, et qui est parfaitement transparent. Donc cette transparence à l'usage est clé pour que l'expérience utilisateur soit bonne. Et quel est le prix pour ça ? Combien on paye ? Alors la location, vous allez le louer, vous n'allez pas l'acheter, et vous allez le louer un jour à l'aller, un jour au retour. Ça va vous coûter 20 € de la location sur la journée, plus 75 centimes le kilowattheure, quelque chose comme ça. Donc ça vous coûte moins cher que
de louer une voiture. Ça vous coûte moins cher que de posséder une deuxième voiture, évidemment. Ça vous coûte moins cher que si vous avez votre famille dans la voiture, que d'aller prendre le train, de louer une voiture sur place, etc. Donc c'est ce terme-là que ça se compare. Et ça vous permet toute l'année d'avoir une voiture électrique économique. Donc vous allez économiser des milliers d'euros, et voire même quelques dizaines de milliers d'euros sur l'achat de la voiture en achetant une voiture avec un prix modéré. Et effectivement, vous allez dépenser quelques centaines d'euros par an, 200, 300 euros par an peut-être, pour louer le Thunder sur les 3 trajets annuels de longue distance dont vous aurez besoin. Alors pour le moment, ça, si je ne me trompe pas, ça ne fonctionne que sur la Zoé de Renault, ou vous avez ouvert à d'autres... Alors c'est conçu pour fonctionner avec n'importe quelle voiture électrique ayant une tension entre 100 et 400 volts. Donc, d'accord. En fait, ça marchera aussi bien avec un utilitaire. D'ailleurs, ça marche déjà maintenant avec les Kangoo. Ça marchera avec un Master Renault, un Crafter Volkswagen, une Volkswagen ID, une Tesla Model 3. Je veux dire, pour nous, il n'y a aucune difficulté à marcher avec n'importe quelle voiture électrique. Il y a une condition, c'est que la voiture doit être homologuée pour tracter une remorque légère. Or, il y a aujourd'hui peu de voitures qui ont cette homologation, mais à horizon de 2020, probablement, enfin même de manière sûre, les nouvelles plateformes auront cette homologation parce que ça correspond à une demande. Et quelle est votre relation, on va dire, vis-à-vis des constructeurs? Parce que finalement, vous venez un petit peu combler ce qu'eux n'arrivent pas à faire, entre guillemets. Oui, on permet effectivement un continuum entre la petite voiture urbaine, purement urbaine, et la grande voiture premium avec une très très grosse batterie. En fait, on permet à la voiture du milieu, aux usages du milieu, c'est-à-dire aux 2/3 du marché, d'utiliser sa voiture électrique pour des longs trajets occasionnels. Alors, sur les constructeurs, d'abord, il y a une certaine, comment dirais-je, il y a un certain passé, il y a une inertie, disons, très naturelle sur la base industrielle, sur la question de la perception qu'auront les clients. Il y a 120 ans d'histoire de voitures monoblocs. Et nous, on arrive et on dit, voilà, la voiture modulaire est une bonne solution. Et en plus, notre pack batterie, dans l'infrastructure du réseau électrique, va servir à faire du stockage et donc va permettre justement d'accroître la part d'énergie renouvelable, puisqu'on va permettre de stocker de l'énergie éolienne la nuit, on va permettre de stocker de l'énergie solaire le dimanche après-midi, et donc on va pouvoir réduire la part de charbon et de combustibles fossiles dans la production d'électricité en Allemagne, au Japon et dans tous les pays qui ont une part de CO2 très importante. Donc, en plus, notre Thunder a une valeur 100% du temps, puisqu'une partie du temps, il est attelé à une voiture pour faire une prolongation d'autonomie, et le reste du temps, il sert à faire du stockage dans le réseau électrique. Et donc ça, c'est une double vertu. Donc on s'adresse aussi bien aux constructeurs automobiles qu'aux énergéticiens, et que énergéticiens, ça peut être EDF, mais ça peut être aussi les pétroliers qui ont le réseau de stations-service et qui doivent réfléchir à ce que sera la station-service dans 10 ans, dans 20 ans. Ils doivent assurer cette transition. Et donc en fait, on est à la croisée de tout ça. Donc, pour être très très franc, la version initiale thermique, les gens du marketing chez les constructeurs ont dit « Ah bah oui d'accord, mais c'est pas l'image qu'on voudrait avoir, on veut une voiture électrique qui soit pure électrique ». Rationnellement, le Thunder thermique est une bonne solution. Émotionnellement, il y avait ce problème. La version batterie ne pose plus ce problème-là. Et là, on a une écoute qui est vraiment très bonne de la part des constructeurs, je crois, sur ça. Mais il nous faudra, et c'est un enjeu pour nous majeur, une start-up de 6 personnes qui va conquérir 1,2 milliard de voitures. C'est sympa, surtout avec un outil industriel, parce que c'est de la ferraille, hein, c'est pas que du logiciel. Même si on a beaucoup de logiciels, on a un objet connecté, on fait du télédiagnostic, on fait toutes ces choses-là. Mais il nous faut des partenaires stratégiques pour réussir ça. Et voilà, notre enjeu aujourd'hui, c'est ça. Pour 2019, partenaires stratégiques. Et ça peut être une des raisons aussi qui vous font aller dans ce type d'événement. On est au cœur du mondial de la mobilité, là dans le salon, dans le mondial de l'automobile. Donc c'est vrai que pour vous, c'est aussi un enjeu. Oui, on doit gagner. On doit à la fois, en construisant ces prototypes, ces démonstrateurs, faire des rencontres du monde d'autonomie, des choses comme ça, on doit montrer que c'est faisable techniquement. On doit gagner en crédibilité, justement, en allant dans des concours de start-up, des événements. On doit voyager. Là, je rentre de Chine, où d'ailleurs il y avait un certain intérêt. J'espère que le partenaire stratégique, il sera européen ou peut-être américain, mais
pourquoi pas chinois, mais ce serait quand même triste, mais voilà, on verra. Et c'est un marché, à nouveau, où cette question de dire, voilà, avec la voiture électrique, on a un problème surcontraint, c'est-à-dire qu'on doit à la fois avoir une voiture qui soit économique, compétitive, profitable, avec un impact carbone faible, et une voiture qui soit capable d'aller loin. Ça veut dire qu'on doit avoir dans la même voiture une batterie de taille modérée et une batterie de taille énorme. On doit à la fois faire de la charge résidentielle lente et de la charge très très rapide, là maintenant à 19h, alors que l'électricité est produite avec du charbon. Et ça, c'est antinomique. Il n'y a pas de solution, ce n'est pas un problème technologique, c'est le fait qu'en fait, le besoin de long trajet n'est qu'occasionnel. Et donc mettre une très grosse batterie pour l'utiliser 5 jours dans l'année, c'est du délire, ça ne se fera pas. Et on pourrait imaginer qu'à l'avenir, il y ait plus de possibilités de recharger sa voiture et que la technologie fasse que la batterie des véhicules électriques soit plus importante. Dans ce cas-là, comment est-ce que vous pouvez imaginer l'évolution de P-Tender ? Oui. Alors les batteries, heureusement, progressent. Et on espère que les batteries vont progresser beaucoup plus et beaucoup plus vite, si possible, qu'aujourd'hui. Parce que ça fera une voiture électrique qui sera vraiment un véhicule de masse et qui sera adopté par tout le monde. Et ça veut dire aussi que la batterie dans notre tender sera plus légère, sera moins chère, etc. On pourra mettre plus de batteries. Il n'en restera pas moins que si pour 2% d'usage, c'est-à-dire 1/50 du temps, vous devez mettre une batterie 3 fois plus grosse, ça veut dire que ça fait un ratio de 1 à 150 entre la batterie du quotidien et la batterie de crête en termes de coût par journée d'usage. Et ça, ce ratio de 1 pour 150, il n'aura jamais de sens. Parce que la batterie ne coûtera jamais zéro. La batterie n'aura jamais la densité d'énergie d'un réservoir de carburant. Parce que là, en fait, on touche aux lois de la physique. Et donc, ça va être un peu long d'expliquer ça maintenant. Mais grosso modo, il n'y a pas de loi de Moore sur la batterie comme il y a eu pour les ordinateurs. Donc, on vise à ce que les batteries progressent, qu'elles doublent, qu'elles triplent de capacité peut-être, mais en fait on est déjà sur ce qu'on appelle une asymptote, c'est-à-dire que la courbe de croissance du progrès de la batterie est en train de se stabiliser un petit peu. Et on n'aura pas, on double tous les ans comme pour les ordinateurs, c'est plutôt on double tous les 10 ans. Eh bien, merci à Nicolas Olivier, fondateur de Carfit, et merci à Jean-Baptiste Segard. Vous êtes donc fondateur également de EP Tender. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de Questions de mobilité, une émission à retrouver en podcast sur mondial-paris.audio, à retrouver également sur tous nos réseaux sociaux et toutes les applications de podcast. Salut à tous et à très vite pour de nouvelles questions.